Salut à tout le monde et bien sûr salut à toi Nad. On se retrouve pour ces mercredis parlons. En vérité, nous on est mardi alors qu'on enregistre ces mercredis parlons. Mais Nad, comment est-ce que tu vas? Et puis est-ce que tu es d'accord de te présenter en quelques mots? Ouais, bien sûr. Bah écoute, ça va bien. C'est sûr que je commence gentiment à être fatiguée un petit peu de ce confinement, mais dans l'ensemble ça va bien, on n'a pas du tout à se plaindre, on est à la maison, on est bien chez nous. Donc non, ça va bien. Euh, Me présenter, donc je m'appelle Nadège, on me surnomme Nad souvent, donc c'est la même personne. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire? On a rejoint Home avec Jonas, je pense que maintenant les gens commencent à le savoir depuis octobre 2019. Avant ça, on était au Québec. Pendant 4 ans, on a servi et étudié là-bas dans l'église. Et puis, personnellement, moi, je suis un petit peu... j'ai beaucoup à cœur la louange. Je dirige la louange aussi à Home le matin. Et puis, voilà. Actuellement, là, j'ai terminé mon travail. J'avais trouvé un boulot quand on est rentré du Québec. Là, j'ai terminé mon travail et puis c'est l'occasion maintenant pour moi de me lancer dans mes projets personnels, en plus de pouvoir donner du temps pour l'Église. Ok, les projets personnels. Il y a deux choses, il y a plein de choses que j'aimerais revenir dessus, mais les projets personnels, lancer les projets personnels, il n'y a pas quelque chose qui est déjà en cours? Oui, oui, oui. En fait, ça fait déjà... Au Québec, j'avais lancé mon entreprise qui s'appelle LOU, qui est une boutique en ligne de services graphiques pour les événements de la vie, les naissances, les mariages, mais aussi un service graphique en général, de cartes, enfin vraiment pour accompagner les gens dans les moments importants et tout simples aussi de la vie. Et donc ça, c'est quelque chose que j'avais développé au Québec et puis que j'essaye de réinstaller ici. Donc c'est pour ça que je dis lancer, parce que depuis qu'on est rentré, j'avais pas vraiment eu le temps de donner le temps que je voulais. Mais donc là, maintenant, c'est la période un peu idéale pour ça, quoi. Ok, trop bien. Euh, je vais tout de suite, on va plonger dans le sujet, mais il y a une autre chose que tu as dit. Tu as dit, ça commence à faire long gentiment ce confinement. Euh, c'est quoi pour toi la chose qui te manque le plus qu'on a perdu au travers du confinement finalement? C'est drôle parce qu'en plus, je pensais à ça juste avant. Je sais plus d'où je tiens cette information, mais je sais que l'être humain a besoin d'être touché. C'est un truc, en fait, on a besoin d'être en contact physique avec des gens et des gens parfois qui se sentent très seuls. En fait, quand tu leur parles et que tu mets juste la main sur l'épaule ou quoi, ça vraiment, c'est chaleureux, ça fait du bien. Et même s'il y a la technologie et puis on peut parler, peut faire des trucs comme on fait maintenant, il y a quand même un côté humain où tu donnes une petite accolade ou quelque chose un peu de physique en fait. Et ça, je me réjouis de reprendre ma nièce dans mes bras, de faire un bisou à ma grand-mère. Ouais, donc toutes ces choses-là, je pense que ça, c'est ce qui me manque le plus. Ouais, je comprends trop. Je suis aussi complètement sensible au toucher. Il y a des gens dans les langages de l'amour qui sont plus ou moins. Moi, je suis vraiment sensible à ça. Et c'est vrai que un hug, comme tu disais, une accolade, quand tu parles avec quelqu'un, ou juste. Et c'est vrai que ça commence à manquer. Je te rejoins complètement. Ok, Nad, je t'ai demandé d'être là et puis de pouvoir parler un peu avec toi. Je voulais qu'on parle un petit peu du post-Covid-19. Qu'est-ce qui va se passer l'après pandémie coronavirus? Gentiment, alors ça dépend où on en est. Ça fait maintenant 2 semaines, 3 semaines que la Chine parle d'un progressif déconfinement et puis qui sont en train de sortir de tout ça. L'Europe, où en est nous? C'est maintenant que c'est vraiment en plein dedans. Les États-Unis, qui ont été touchés plus tardivement, viennent de parler de ces stratégies. Puis en Afrique, qui a été touchée encore plus tardivement, on n'en parle pas encore vraiment de sortir de ce confinement. Donc c'est un peu différent en fonction d'où on en est. Mais pour nous, c'est une réalité. On commence à parler de rouvrir certains magasins, d'alléger certaines mesures de confinement et des choses comme ça. Puis je voulais parler avec toi. Où est-ce qu'on s'en va en fait? Est-ce que le post-coronavirus, ce sera juste un retour à la norme? Est-ce qu'on va continuer comme on faisait les choses avant? Est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Et puis je trouvais intéressant d'en parler d'un niveau personnel, d'un niveau pour toi, Nadège, mais aussi un niveau peut-être plus entrepreneurial ou au niveau de l'économie, on sait qu'il va y avoir un coût qui va être réel. Est-ce que ça va changer nos façons de consommer, nos habitudes, nos stratégies? Est-ce qu'au niveau de la société, ça va changer? Et puis aussi au niveau de l'Église finalement. L'Église, elle a dû se repenser, elle a dû se réinventer.
comment est-ce qu'elle va revenir à un fonctionnement où c'est pas l'État qui nous oblige de pas nous retrouver? Qu'est-ce qu'on va garder de ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce qu'on va peut-être changer dans notre manière de faire? Donc, je voulais parler un petit peu de tout ça avec toi. Et puis, peut-être on va juste commencer, toi personnellement, quelle est la chose que tu te dis, j'ai découvert ça, puis je veux garder ça avec moi après, une fois que je pourrai de nouveau prendre ma nièce dans les bras, faire un bisou à ma grand-mère? Quelle est la chose que tu dis, j'ai envie de garder, j'ai découvert quelque chose pendant cette période de confinement que j'ai envie de garder? Je pense, et ça allait parfaitement avec la thématique No Rush qu'on a eu le dernier mois là. Je pense vraiment, c'est de prendre le temps en fait. Et prendre le temps et ne pas culpabiliser de prendre le temps. Parce que c'est quelque chose où souvent quand on a du temps, on est chez nous puis on se dit je peux pas rien faire. Enfin, non, il faut que je rentabilise ce temps. Et il y a eu un peu en même temps pendant ce confinement ce parallèle de ok, on a du temps, il faut en profiter, il faut apprendre un truc, il faut machin. Mais en fait non, pas forcément. C'est ok aussi de juste en fait je prends du temps, je me repose, je prends du temps pour contacter ma famille, je prends du temps pour moi et puis pour lire et puis faire des trucs que j'avais pas forcément le temps de le faire avant, mais pas parce qu'il faut rentabiliser ce temps, mais vraiment juste pour moi et de pas culpabiliser pour ça. Parce que moi, je pense que je suis très à me dire, ok, je suis à la maison, mais si je passe une après-midi en se dire devant Netflix, je suis là, mais non, mais en fait, j'aurais pu faire plein d'autres trucs. Et puis, non, en fait, je pense que ça doit intégrer notre rythme de vie. Je trouve je trouvais fascinant le parallèle qu'il y a eu entre cette série No Rush finalement et puis cette réalité du confinement et puis d'avoir finalement tout qui nous permet de considérer comment on occupe notre temps, quelle est notre relation au stress, à l'agitation, à tout ce qu'on vit. Et je te rejoins, je crois que c'est vraiment important. Je pense que en termes de qualité, alors c'est pas le cas pour tout le monde, chacun vit le confinement différemment en fonction de son contexte, mais je crois quand même qu'il y a une réalité encore un peu plus tôt. Je croisais un père aujourd'hui dans un parc et puis il me disait je suis pas pressé de retourner au travail en fait, j'apprécie prendre ce temps avec mes enfants. Et je pense que c'est vraiment une chose qu'il faut qu'on considère. Ouais. Toi, au niveau de ton entreprise, justement, Eloï, tu es rentré après le Canada, c'était un petit peu un projet. Alors, il n'y avait pas une urgence de repartir là-dedans, mais c'était quand même assez rapidement un projet de se dire, je veux lancer ça maintenant ici, je veux développer davantage peut-être, donner du temps pour ça. Et puis, boum, la pandémie. Et je crois que je crois qu'intentionnellement, tu as décidé de ne pas forcément foncer puis proposer 1000 choses dans cette période de pandémie. Pourquoi ça, en fait? Pourquoi tu n'as pas voulu finalement mettre l'accent, proposer des choses peut-être particulières en lien avec ce qu'on vivait? Je sais pas, mais en fait, je pense que j'aurais eu l'impression de profiter de cette situation, mais pas dans le bon sens, en fait. Et ça, c'est personnel, hein, c'est moi de me dire, je veux pas dire, ok, là, il y a une niche, il faut que je profite, les gens sont chez eux, les gens ont de l'argent à dépenser. Enfin, en fait, ouais, c'est ça. C'est plus moi. Je veux faire les choses pour les bonnes raisons dans tous les domaines de ma vie. Et puis, je veux pas abuser des gens. C'est peut-être un mot un peu fort, mais voilà, profiter en tout cas du malheur de certains ou quelque chose qui se passe. Et puis plus prendre ça relax aussi, même pour moi, en fait, pas me mettre cette pression. Et puis même aussi pas surcharger. C'est sûr que je propose des choses et les objets que je vends, c'est aussi des choses à vendre que j'envoie par la poste. Et aussi pas non plus surcharger la poste, les facteurs, alors qu'on sait que les gens ont commencé à commander sur Zalando et j'en passe, voilà, même plus qu'à Noël parfois. Donc c'est ça, je pense que j'avais pas envie de participer à tout ça en fait. Et j'avais envie de laisser les gens respirer, digérer aussi ce qui se passe. Et puis, ouais, je pense que c'est ça. Et en termes de stratégie, en termes d'aller de l'avant, de la suite, est-ce que tu as l'impression que finalement ce qu'on vient de vivre, ça va influencer peut-être comment toi tu veux repartir maintenant avec Eloï? Est-ce que tu as l'impression qu'il va y avoir un avant, un après coronavirus pour toi en tant qu'entrepreneur? Je sais pas si le avant-après sera très flagrant, mais en tout cas c'est certain, et je pense que pour à peu près tous les domaines de nos vies et l'Église aussi en fait, ça va vraiment être de encore plus me poser la question pourquoi je fais ce que je fais. Le why, on en entend beaucoup parler, surtout dans les podcasts leadership si jamais.
mais c'est ça, en fait, vraiment me dire, OK, pourquoi je le fais et puis orienter mon activité par rapport à ce pourquoi, aligner, en fait, ce que je veux faire avec ce pourquoi. Et ça, je pense, c'est vraiment la source, et de dire, est-ce que je veux juste faire de l'argent? Est-ce que je veux juste, je sais pas, que mon entreprise devienne célèbre ou j'en sais rien quoi? Ou je veux accompagner les gens? Enfin, quel est mon pourquoi, en fait? Et je pense que ça va vraiment... ce qui va diriger les prochains mois aussi, quoi. Et même moi, ça m'aide à redéfinir, en fait, qu'est-ce qui est important pour moi. Ouais. C'est trop bon. C'est vrai que c'est une des choses, assez rapidement, dans cette période de pandémie, je me suis dit, mais en fait, cette pandémie, elle vient révéler là où on en est, en fait. Elle vient révéler là où on en est, nos craintes, sur quoi on se base, sur quoi on construit nos vies. Elle vient révéler aussi les choses qui sont importantes pour nous, les choses qui ne sont pas importantes pour nous. Et je trouvais intéressant de voir aussi toute cette période de confinement comme une période de révélation, en fait, de révélation de où j'en suis, de ce que je crois, de ce que je veux. Et je trouve que aussi en termes d'entreprise, de consommation, parce que moi je ne suis pas un entrepreneur dans le sens où je n'ai pas un business, mais par contre je suis proche d'entrepreneurs, et puis je suis un consommateur, c'est clair. Me dire mais pourquoi je consomme, comment est-ce que je consomme? Et je pense que moi une chose que je veux garder en tout cas, c'est un petit peu ne pas juste me laisser entraîner dans consommer pour consommer ou consommer parce que je l'ai toujours fait ou bien continuer dans mes habitudes, mais juste me dire en fait qu'est-ce qui compte vraiment pour moi, dans quelle mesure est-ce que je vais le faire. Toi tu travailles avec Eloï proche des gens dans des moments clés de leur vie, et puis là où on va se rejoindre, c'est que en tant que pasteur, moi j'accompagne les gens notamment dans le mariage, mais aussi les naissances, aussi les décès, et là c'est sûr que beaucoup de couples qui devaient se marier ou qui doivent se marier relativement proches dans cette période, ça a suscité plein de questions. Puis pour beaucoup de ces couples, c'était en fait pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir du monde autour de nous? Qui est-ce qu'on veut vraiment autour de nous, en fait? Qu'est-ce que ça signifie le mariage pour nous maintenant qu'on nous dit on ne peut pas se marier à l'image qu'on en avait il y a 3-4 mois de ça? Donc je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant cette notion du pourquoi. Et puis j'espère que c'est quelque chose qu'on va garder, qu'on ne va pas justement retourner juste d'en faire pour faire, mais qu'on va continuer à se poser les questions. Qu'est-ce qui compte pour moi? Dans quelle mesure ça compte? Qu'est-ce que je peux en faire ou quoi? Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, si tu te mets à la place du consommateur, alors tu ne fais pas partie de ces entreprises qui ont été mises en péril avec le coronavirus, parce que tu étais dans cette phase de repenser, tu étais une entreprise principalement en ligne, boutique en ligne, donc tu as dû modifier un petit peu certaines de tes stratégies, certaines de tes choses que tu as mis en attente, mais tu ne risques pas la faillite aujourd'hui à cause du coronavirus. Mais il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette réalité. Très rapidement, moi je me suis dit, alors bien sûr, il y a les grandes chaînes, les grands restaurants, les trucs comme ça, mais en fait je me disais, le gars qui a ouvert son restaurant il y a 2 mois, le gars qui a ouvert son café il y a 3 mois, il n'a pas eu le temps vraiment d'avoir sa clientèle, et puis voilà que maintenant il doit fermer alors qu'il y a plein de factures, il y a sans doute des prêts derrière, des choses comme ça. Quel est l'encouragement que tu pourrais donner plus aux consommateurs par rapport à cette réalité de l'entrepreneuriat finalement? On entend beaucoup de choses, mais toi, ce serait quoi le conseil que tu dirais par rapport à l'après-Covid-19? C'est sûr, ça après c'est quelque chose que je conseillais déjà avant, mais sûrement encore plus maintenant, c'est juste consommer local en fait. Et puis privilégier, justement, si tu sais qu'il y a un restaurant qui a ouvert il n'y a pas longtemps, et même on en parlait dans la Minute Love Lausanne qu'on a eue pendant notre célébration le week-end passé aussi, mais encourage ces gens en fait, dis-leur que toi tu crois dans leur projet, que quand ça va rouvrir tu vas les soutenir financièrement, même peut-être déjà les soutenir financièrement maintenant, ça je sais pas, après c'est personnel à chacun, mais ce côté en fait de prendre conscience aussi des autres, et ça c'est quelque chose que j'ai l'impression que ça a développé en fait, ce confinement, de prendre conscience de celui qui est à côté de moi. Même s'il y a un petit côté où en fait je prends conscience mais tu restes à distance, mais en fait de réaliser que ça impacte énormément, pas seulement moi, quoi. Et l'être humain est très égoïste, donc on pense d'abord à nous, mais qu'en fait, d'avoir cette conscience de l'autre. Et puis en fait, ce confinement, il était bon parce que c'est pour nous protéger nous, mais protéger les autres aussi. Donc cette conscience de l'autre, en fait. Et je pense que ça, en tant que consommateur, j'ai juste envie de dire, encourage-les, et puis consomment plutôt chez eux que peut-être chez un grand revendeur, ou je sais pas. Après c'est facile à dire, et je sais que dans la réalité je commande aussi sur Amazon, hein, ça m'arrive,
On va s'arrêter là. Non, mais typiquement, ça a été l'occasion là de. Je pense que jamais je l'aurais fait, mais pendant le confinement, j'ai commandé chez un petit producteur de café suisse. Que je pense, habituellement, j'aurais juste acheté mon café à la Migros comme d'hab, mais là, ben, j'avais envie de les encourager, quoi. Donc je pense que c'est une occasion. Trop bien. Je suis d'accord avec toi quand on pense à la société, justement. Je trouve qu'une des choses qui m'a marqué dans ce confinement, c'est finalement la solidarité. On est dans une société qu'on appelle postmoderne, on est dans une société qui est marquée par l'individualisme, on est dans une société qui est marquée par le fait de je cours puis je me fais moi-même, tu sais, le rêve américain un petit peu de se faire seul et puis de demander de l'aide à personne ou quoi. Puis en fait, tous les soirs à 21h, d'avoir les gens qui applaudissent puis qui remercient ceux qui travaillent, comme on dit, sur le front dans cette période. De voir aussi justement toutes ces plateformes qui sont mises en place pour soutenir les entreprises locales. Moi, j'ai été vraiment surpris de voir en fait initiative après initiative après initiative, de voir aussi la solidarité grandissante dans les immeubles, dans les quartiers. Écoutez, des gens qui ne s'étaient pas parlé, je parlais encore avec quelqu'un, je crois que c'était hier, qui disait ben, en fait, on n'avait pas plus de liens que ça avec nos voisins, mais d'un coup, au cœur de cette crise, on a décidé de faire des apéros par balcon interposé, et puis juste d'apprendre à connaître du monde, ou des choses comme ça. Et je trouve que c'est assez fou de se dire, il y a une solidarité qui est là finalement, il y a une solidarité qui est vraie, mais il y a eu besoin d'une crise comme celle qu'on a vécue, ou qu'on est encore en train de vivre, pour prendre conscience de cette solidarité. Puis je me demande, est-ce que cette solidarité, elle va rester? J'espère de tout cœur qu'elle va rester. J'espère qu'on ne va pas consommer local parce qu'on est en période de confinement, mais que ça va devenir une habitude de consommer plus local. J'espère qu'on va d'un coup avoir une autre relation avec nos voisins, qu'on va continuer à encourager ceux qui ont un travail qui est pénible ou bien qui coûte différemment que les autres. Ouais, moi, j'ai été marqué au niveau de la société par la solidarité qui a été vraiment, je ne sais plus les chiffres exacts, mais je crois la chaîne du bonheur ou quelque chose comme ça, de plus de 2 millions de francs récoltés extrêmement rapidement pour aider au niveau local, alors qu'avant, ils n'avaient jamais fait ça, ils n'avaient pas une base de donateurs réguliers pour ça. Mais d'un coup, tout le monde s'est rendu compte, s'est dit, mais on veut se tenir, on veut. Et je trouve ça fou. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué au niveau de la société par rapport à ce confinement? Puis quelle est la chose que tu aimerais qui perdure ou bien qui nous accompagne après le confinement? Je pense que tu en as parlé, c'est cette solidarité, cette entraide qui, comme tu as dit, jamais de la vie avant, on aurait parlé à notre voisin ou proposé à notre voisin âgé d'aller faire ses courses. Donc, j'espère vraiment que ça va se maintenir. Après, voilà, l'humanité, est-ce qu'on retourne facilement à nous et à voir. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Puis je pense aussi le fait de se forcer à garder contact. Quand on est dans le rythme avant ce confinement, quand on est dans le rythme de la vie et puis avec nos agendas tous chargés, on en oublie parfois en fait de prendre contact avec nos familles, avec nos grands-parents, et puis en fait on se dit mais non mais ils vont bien. Et moi la première, hein, je suis pas du genre à appeler ma mère chaque jour, chaque semaine. Mais en fait avoir cette conscience-là de l'autre aussi et puis de se rappeler en fait l'essentiel, et je pense que ça c'est vraiment en fait ce qui va ressortir de ce confinement, c'est qu'au final on était obligés, on nous a enlevé quasiment tout ce qu'on avait et tu te retrouves chez toi et puis c'est confortable quand même, mais c'est cet essentiel de en fait voilà, la vie c'est les relations humaines quoi, et puis de pas s'acharner dans son travail mais de prioriser les relations humaines. J'aime beaucoup ce que tu dis et je pense que c'est des choses qu'on veut garder. C'est des choses que j'espère qu'on va garder. On a parlé de cette réalité de avoir le droit de prendre du temps et puis peut-être repenser notre relation au temps, repenser le pourquoi derrière tout ce qu'on fait. Je crois que c'est vraiment des choses importantes. Tu as parlé aussi par rapport au local, à consommer local ou en tout cas avoir une conscience des entrepreneurs locaux et puis de ce qui existe déjà. Moi, j'ai été surpris. J'habite dans un petit bled là, mais j'ai été surpris de voir, en fait, on a reçu un tout ménage, et puis en fait, il disait le nombre d'entreprises de la région, ou du bled lui-même, qui restaient ouverts, et puis qui continuent à vouloir faire. Et j'étais là, mais c'est fou, je ne m'étais même pas rendu compte qu'il y avait autant d'entreprises juste ici, en fait. Donc, cette prise de conscience, le local, consommer, j'espère qu'on va garder ça. On a parlé de la solidarité, de l'entraide, de la conscience de l'autre. J'espère que c'est vraiment des choses qu'on va garder. J'espère que c'est vraiment des choses qu'on va garder.
Dans ta marche de foi peut-être, et puis j'ai envie de diriger maintenant un peu plus la conversation sur la spiritualité, sur notre marche de foi en tant que disciple de Jésus aussi. Euh, Peut-être je vais commencer moi, puis je vais te poser une question par rapport à ça, mais je disais, le confinement, ça m'a tellement marqué à quel point c'est révélateur. Et puis en fait, révélateur de où on en est. Et je trouvais très rapidement, c'était révélateur là j'ai utilisé des mots qui sont typiquement du patois de Canaan, des mots qui sont propres à l'intérieur de l'Église, mais en fait je trouvais que le confinement c'était révélateur de l'état de ton lieu secret. Pour ceux qui ne comprennent pas ça, c'est le lieu secret, c'est un peu ce que tu as construit, l'intimité que tu as construit, ta relation avec Dieu, on pourrait dire. Moi j'aime bien en parler comme un lieu secret, c'est-à-dire c'est un lieu où en fait je vais cultiver ma relation avec Dieu, c'est un lieu que j'apprête, et puis ben, quand tout commence à trembler, quand il y a le doute qui arrive, si j'ai un espace qui est bien préparé, un espace que je connais, en fait c'est un espace refuge, c'est un espace réconfortant, c'est un espace où... Mais si j'ai jamais vraiment pris soin de mon lieu secret, quand arrivent les tremblements et tout ça, en fait, je sais pas où l'est, je sais pas comment ça se passe, je sais pas comment m'y rendre, je sais pas ce que je peux faire dans ce lieu secret. Et pour moi, c'était vraiment intéressant de voir parce que plusieurs me disaient mais comment ça va aller avec les églises, avec les gens, et si nous on peut pas les voir autant que d'habitude. Puis j'étais là, ben, en fait, ça va révéler l'état de leur relation avec Dieu. Parce que j'espère qu'ils n'ont pas besoin de moi pour leur relation à Dieu. Je vais les accompagner, je vais les aimer, je vais les aider là-dedans. Mais j'espère que ça va juste être révélateur de leur relation personnelle avec Dieu. Où est-ce qu'ils en sont et, euh, et je sais que plusieurs personnes, ben, ça a été l'occasion pour eux, qu'ils soient chrétiens ou pas, mais de se poser des questions existentielles. Où j'en suis dans ma relation avec Dieu? Qu'est-ce que je crois finalement de Dieu? Est-ce que les choses que j'ai répétées, peut-être catéchisme, école du dimanche, j'en sais rien, est-ce que c'est des choses qui viennent faire du sens aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que finalement ma marche avec Dieu, c'était juste une histoire d'habitude et puis un peu mon activité dominicale? Ou bien est-ce qu'il y avait plus de profondeur à ça? Et je trouve que c'est une chose que j'espère qu'on va garder, c'est cette intentionnalité dans le fait de donner du sens, encore une fois, le pourquoi de notre foi finalement. Et j'espère sincèrement que les chrétiens, mais aussi les non-chrétiens ou ceux qui se posaient des questions, puis qui ont peut-être découvert un petit peu de spiritualité dans cette période, j'espère qu'ils vont pouvoir maintenir ça, et puis qu'on ne va pas retomber dans le fait de juste faire des activités dominicales, mais vraiment cultiver notre relation avec Dieu. Toi, dans ta foi et dans ta marche de disciple, qu'est-ce qui t'a marqué par rapport à ce confinement? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait que, bien que je comptais pas sur les dimanches pour vivre ma foi, en fait, ça m'a remontré que je dois juste dépendre de Dieu et pas des gens et pas de l'Église non plus. En fait, je me retrouve toute seule entre guillemets avec mon mari, mais donc c'est pas et l'Église est géniale, j'y crois à 1 000 000%. Je suis vendue, il n'y a pas besoin d'en parler de ça, mais en fait, c'est que c'est personnel. Et il faut, comme tu disais, si tu n'as pas cultivé ce lieu secret avant, en fait, c'est là et que tu disais, ben, c'est bon, je vis ma foi le dimanche, ben, là, t'es mal, quoi. Parce qu'il y a les célébrations en ligne, mais c'est tout. T'as pas cette connexion. Et même si on a essayé au mieux de garder contact avec tout le monde, de s'assurer que tout le monde soit connecté et tout ça, ben, au final, t'es quand même tout seul. Donc je pense que ça m'a remontré, genre, en fait, c'est Dieu, ma foi, c'est Dieu, c'est tellement basique à dire, mais en vrai, c'est ça, c'est pas l'église, c'est pas les réunions d'église, mais c'est ça. Puis, je pense aussi le fait d'avoir le temps, en fait, ben, t'es pas pressé. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui avaient leur horaire de travail, Jonas continue à faire ses horaires de travail, mais depuis la maison, mais en fait, tu as le temps. T'es pas genre, ok, j'ai mon 15 minutes maintenant avec Dieu, puis après, il faut que j'aille prendre mon train pour aller au boulot et tout. Ce qui fait que parfois, ça peut être des moments qui finalement sont plus courts, mais ça peut être aussi des moments qui sont plus longs. Tu prends plus le temps de lire ta Bible. Et en fait, moi, je pense que c'est ça. Je me suis vraiment dit, en fait, pas de pression, quoi. Je peux juste faire ça au moment que je veux dans ma journée, dans la pièce que je veux. Je peux prendre le temps que je veux, et puis travailler des choses sur moi aussi, parce que on en a parlé, hein, du silence dans la thématique No Rush aussi, mais en fait, Seigneur, de prendre le temps d'écouter, et puis Seigneur, tu veux faire quoi? Qu'est-ce qu'on peut travailler ensemble en fait au final pendant cette période, quoi. Pour appuyer sur ce que tu dis, je trouve que ça, plusieurs personnes avec qui j'ai pu parler, et même dans une certaine mesure, je pense que je l'ai vécu aussi, je suis sorti d'une forme la relation, c'est difficilement quantifiable. Puis je suis sorti naturellement
d'une dimension de je quantifie ma relation avec Dieu. Parce que d'un coup, c'était pas ouais, il faut lire mon chapitre par jour, ou bien il faut faire mes 5 minutes de prière, ou bien il faut faire mon truc. C'était juste, est-ce que Dieu t'es là en fait? On passe un moment ensemble? Parce que si on passe pas un moment ensemble, tout ça, ça sert à rien. Euh, et, et- et effectivement, ça nous a obligés à repenser ça. Je trouve vraiment bon ce que tu dis. On parlait aussi un peu de l'Église, puis peut-être on va finir avec ça. L'Église, elle a dû partout, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en l'espace d'environ 1 semaine et demie à 2 semaines, grand maximum, l'Église a dû se repenser. Je dirais 95% des églises ont dû se repenser. C'est-à-dire ont dû proposer des autres façons de vivre la communauté, des autres façons d'enseigner, des autres façons de rejoindre les gens. Et j'ai trouvé fascinant comment ça a ébranlé les gens, les convictions, tout ça. Et je pensais beaucoup à ça parce que je me disais, mais en fait, c'est intéressant de voir à quel point, de nouveau, on était dans certaines tranchées, dans certaines habitudes, et puis on avait une idée que l'Église devait ressembler à quelque chose, puis d'un coup, beaucoup des choses qu'on avait pensées, on nous les enlève. On est confiné, on n'a plus le droit de se réunir et tout ça. Puis ça nous oblige à se poser la question, mais finalement, c'est quoi l'Église? Et puis, je crois que j'ai envie de dire, dans la grande majorité, en tout cas des cas que moi je connais, je sais qu'il y a eu des cas difficiles aussi, je sais qu'il y a eu des situations vraiment pas faciles pour différentes églises, mais je dirais dans la majorité des cas, j'ai vu l'Église se révéler finalement créative, j'ai vu l'Église s'exprimer ou se montrer finalement résiliente, capable de se relever, capable de s'adapter, capable de proposer des choses vraiment différentes parfois, mais vraiment pertinentes dans la majorité des cas que j'ai pu voir. Et puis j'ai trouvé ça magnifique, merveilleux. Maintenant, qu'est-ce que l'Église va garder de ça? Je ne sais pas où en fonction d'où les gens sont, mais je pense en Suisse, on parle d'ici grosso modo 2 mois environ, 2, 3 mois, ça dépend de l'évolution, on va pouvoir se retrouver. Qu'est-ce qu'on va garder de cette période? Est-ce que ce sera juste une tache sombre et puis on ne veut plus rien penser de ça? Ou est-ce qu'il y a des choses qu'on doit garder? Qu'est-ce que tu en penses toi aussi? Parce que tu te dis, tu es bien connecté aussi avec ce qui se passe au Canada, tu es vendu au fait de l'Église, donc je sais que tu es aussi connecté, tu vois un peu ce qui se passe partout. Qu'est-ce que toi tu penses de tout ça? Qu'est-ce que l'Église va garder? Avant de peut-être te répondre, je veux juste te rejoindre sur le fait que j'ai été impressionnée de voir, de voir les églises, comme tu dis, qui ont dû se réinventer. Et j'ai juste envie de leur dire bravo parce que pour des églises comme la nôtre, où peut-être on n'est plus... les réseaux sociaux, toute cette technologie, c'est quelque chose de commun qu'on vit tous les jours, mais on a des amis pasteurs d'église où c'est une population, on va dire, qui est plutôt âgée, donc pas d'internet, donc et il a fallu en fait trouver des solutions pour continuer à vivre l'église de cette façon, donc je trouve ça juste impressionnant. Et puis ce qu'on va garder, ce que je souhaite, ce que j'aimerais qu'on garde, c'est en fait on en parle, tout ce confinement, c'est une histoire d'essentiel, de revenir aux sources et tout ça, mais souvent les églises, on a une capacité incroyable à, je pense, perdre du temps sur des choses qui sont pas importantes, malheureusement. Et je pense qu'en fait, là, ça nous apprend comment à réfléchir au mieux. En fait, l'Église, c'est les gens, on le dit tout le temps, c'est ça. Mais en fait, à réfléchir réellement comment rejoindre les gens d'une façon cohérente aujourd'hui. Et tu veux pas, t'es anti-réseaux sociaux, mais au final, la personne âgée qui peut plus se déplacer de chez elle parce qu'elle est handicapée, parce qu'elle n'a pas de force, ou j'en sais rien, faut penser à la rejoindre elle aussi, quoi. Donc vraiment, en fait, les programmes, les réunions pour décider des choses qui parfois sont futiles, en fait, je pense qu'il faudrait plutôt se focaliser sur les gens, sur comment les rejoindre, quels sont les besoins des gens de notre communauté, plutôt que de passer 3 heures à décider quelle chaise on va prendre, ou j'en sais rien. Mais je pense que c'est ça que j'aimerais, je trouverais bien qu'on retienne, quoi. Cette priorité de, en fait, les gens avant les tâches, et on le dit tout le temps, avant les programmes, avant tout ça, mais c'est vrai. C'est juste vrai, parce que ton église, c'est pas les programmes. Tu as des programmes, mais tu n'as personne, il n'y a pas de programme, en fait. Donc... Je te rejoins à fond qu'on puisse rester focalisé sur l'essentiel, que l'essentiel puisse rester la priorité. Il y a des choses qui sont moins essentielles, et puis qu'elles puissent ne jamais devenir
les priorités. Moi, j'ajouterais aussi, je trouve que l'Église, elle a été obligée, des fois, alors je ne veux pas pointer du doigt, je ne veux pas citer des églises, puis je ne saurais même pas qui citer, mais je dirais vraiment, dans une impression globale, j'ai l'impression que l'Église, elle a souvent été à pointer du doigt le méchant monde, et puis nous, les sauvés ou les chrétiens. Et puis en fait, là, très rapidement, on a dû utiliser certaines choses qui des fois sont labellisées le méchant monde. Les réseaux sociaux, Internet. Nous, on est ouais. Des fois aussi, il y a un combat entre les générations. Et puis du coup, ah, mais vous les jeunes, votre monde virtuel, c'est pas vrai. Et puis d'un coup, il reste plus que le monde virtuel pour se retrouver. Et personne va dire c'était faux, tu vois. D'avoir une réunion de prière sur Instagram ou au travers d'un logiciel comme Zoom, c'est pas moins une réunion de prière en fait. Alors oui, on perd certaines choses et compagnie, mais peut-être on est rendu à pas pouvoir se retrouver. Puis j'espère que ça va emmener une meilleure harmonie dans l'Église. Peut-être faire tomber une dichotomie qui n'avait pas de sens en fait, entre des notions, ça c'est séculier, ça c'est sacré. Puis peut-être se rendre compte que Dieu il est suffisamment grand pour agir n'importe où, et puis que c'est des outils. Puis je ne suis pas en train de dire qu'on doit faire toutes nos réunions de prière comme ça, mais peut-être que c'est des alternatives, comme tu dis, qui permettent de rejoindre, qui permettent... C'était plusieurs personnes qui m'ont envoyé des mèmes et des blagues comme ça, mais tout le monde disait les téléévangélistes, ces gens qui font leurs réunions en ligne, tu sais, un petit peu, nous on est réel, nous on est vrai, on est authentique, on fait pas ça. Puis d'un coup on était tous retrouvés à être téléévangélistes malgré nous, en fait, on était tous à devoir se retrouver devant une caméra puis te proposer un service comme ça. Et de la même façon, finalement, il n'y a pas 7 mois de ça, j'écoutais encore un interview, il y avait quelqu'un qui disait on veut proposer une église virtuelle, une plateforme virtuelle pour que les gens puissent connecter avec l'église. Puis beaucoup de critiques, beaucoup de gens qui disaient mais c'est pas ça l'église. Et puis d'un coup, toutes les églises n'étaient plus que virtuelles. Alors quoi? Et j'espère qu'on va juste, je suis pas en train de pointer du doigt ou quoi, j'espère qu'on va réaliser en fait que ces différences-là, elles sont peut-être pas si pertinentes que ça, elles sont peut-être pas si essentielles que ça. J'espère qu'on va être aussi, comme je l'ai dit, très rapidement, l'Église a su, dans la grande majorité, se repenser, proposer des choses différentes, et puis beaucoup de gens ont embarqué là-dedans. J'espère en fait qu'on va garder ça, c'est-à-dire qu'on va garder cette agilité, qu'on va garder en fait cette capacité à dire, ce qu'on faisait c'était bien, mais en fait aujourd'hui on va faire quelque chose de différent parce que c'est mieux. Et puis ouais, j'espère vraiment que l'Église elle va garder de ça. Elle va garder de ça. Ouais, puis ça dilue en rien le message ou l'importance. Et je pense que, comme tu disais, un peu cette dichotomie de limite, il faut choisir, il faut un clan, Ouais. Mais je pense qu'on n'en est pas là, en fait. Et puis je pense que c'est un peu cette petite guerre où, en fait, voilà, juste se concentrer sur l'essentiel, puis dire, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qui est bénéfique. Ouais, non, c'est sûr que... Ouais. Et je crois, la dernière des choses, j'espère que l'Église va être prête. Ça, c'est quelque chose que je crois, moi, et je ne demande pas à tout le monde de le croire avec moi, mais je crois que quand on vit des périodes de souffrance, des périodes d'instabilité, ça fait aussi ressortir des questions profondes et existentielles pour beaucoup de monde. Et j'espère que l'Église va être les bras grands ouverts pour les gens qui se posent des questions. Pour les gens qui, quand on va sortir de cette phase, je crois qu'il y aura beaucoup de personnes qui... Je crois que c'est une occasion merveilleuse de parler finalement de pourquoi notre foi fait la différence dans notre quotidien. Pourquoi est-ce qu'on a su rester dans la confiance malgré que tout était ébranlé autour de nous? Pourquoi est-ce qu'on a su rester dans la générosité malgré qu'il y avait de l'incertitude financière? Pourquoi est-ce que finalement on ne semble pas être atteint de ces choses-là alors qu'elles nous frappent de la même façon que les autres? Et quel témoignage qu'on sera? Et j'espère que l'Église, elle va être vraiment un lieu qui va accueillir, qui va aimer des personnes qui se posent des questions aujourd'hui, des personnes qui se posent des questions existentielles. On disait, le pourquoi est revenu partout, tout le temps, au travers de ce confinement, et qu'on puisse ne pas juste repartir comme à l'époque, qu'on puisse ne pas juste revenir à ce qu'on estimait notre norme, mais qu'on puisse vraiment construire malgré ce qui s'est passé. Et ça, c'est ma prière, en tout cas, pour la société, pour nous, en tant qu'Église, pour nous, en tant qu'individus. Et yes. C'est bon de parler avec toi, je trouve que ça élargit mes réflexions, puis ça me donne aussi un espoir. Je me réjouis de sortir du confinement, je me réjouis de repartir dans une vie non confinée, puis ma prière c'est qu'on puisse ne pas y repartir comme on était avant, parce que je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on doit garder de ce qu'on a découvert durant ce confinement.
Ouais, bah c'est sûr, je pense que c'est pas possible de revenir à ce qu'on avait et de faire comme si cette période-là n'avait pas existé et puis que toutes ces réflexions, on les oublie, quoi. Je pense que... Mais moi, j'ai hâte aussi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et ce qu'on va être capable de faire, en fait, avec tout ça. Mine de rien, l'être humain est quand même assez... se fait assez bien au changement. Enfin, j'ai hâte de voir ce que l'être humain va faire avec tout ça, en fait. Avec l'aide de Dieu, ouais, ça va être génial. Il y a mes filles qui viennent dire bonjour pour la fin. Nad, avant qu'on termine, comment est-ce que les gens peuvent connecter avec toi? On a parlé de consommer local. Eloï, tu en as parlé un petit peu. Où est-ce que les gens peuvent découvrir ce que tu fais aussi à ce niveau-là? Petit moment pub. Pour le moment, c'est principalement sur Instagram. Donc, j'ai une page qui s'appelle Elohu, donc c'est E-L-O-H-U. Je pourrais expliquer une autre fois ce que ça veut dire. Et puis sinon, j'ai un site internet aussi, elohu-studio.com. Et puis là, je suis en train de le repenser aussi, donc à voir pour qu'il soit plus pertinent aussi avec mes envies et puis avec l'objectif. Donc voilà. Puis sinon, avec moi-même, juste m'écrire à moi-même, c'est bien aussi. Hein. Trop bien. Écoute, je te remercie. Merci pour le temps, merci pour les réflexions. Avec plaisir. Je te souhaite une bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée à toi. Ouais, à bientôt. Merci à toi aussi. À bientôt. Merci. Ciao, ciao.